maintenant dans la rue Chanoinesse, qui est chargée d'histoires, d'anecdotes et de personnages célèbres. Au numéro 8, on ne peut pas rater ce bâtiment de briques rouges et de style romantique, avec ses lucarnes, ses détails moyenâgeux et ses décors polychromes. Construit en 1853, les lieux abritent l'état-major des pompiers jusqu'en 1868. Depuis, l'école de la magistrature, où l'on forme les futurs magistrats et acteurs de justice, a investi les lieux. Au numéro 10 se trouvait la maison du moine Fulbert qui demanda au philosophe Pierre Abélard de devenir le précepteur de sa nièce Héloïse, jeune fille intelligente et curieuse d'apprendre. À 36 ans, Pierre Abélard est un brillant maître en théologie à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Quand il rencontre Héloïse, celle-ci a tout juste 17 ans et il est bouleversé immédiatement par sa beauté et son intelligence. Malgré les principes de l'époque et leurs croyances religieuses, ils tombent amoureux et la passion les consume au point de trahir tous leurs principes. Héloïse tombe enceinte et le couple se réfugie en Bretagne jusqu'à la naissance de leur fils Astrolabe, qui sera confié au sein de la famille d'Abélard. Ils se marient en secret sur l'insistance de celui-ci. Quand le chanoine Fulbert apprend leur mariage, il les dénonce, ce qui a un impact sur la carrière d'Abélard puisqu'il a trahi l'Église. Il engage 2 hommes de main pour émasculer Abélard. L'Église, considérant la vengeance trop dure, relèvera le chanoine de ses fonctions pendant plusieurs années en guise de sanction. Héloïse prend le voile et devient abbesse du couvent de Paraclet, fondé par Abélard, qu'elle administrera jusqu'à sa mort. Abélard, lui, devient moine à l'abbaye de Saint-Denis et poursuit ses travaux de philosophie. Leur passion durera malgré tout et s'exprimera désormais par des lettres magnifiques et lyriques en latin. Leur amour dépasse le côté charnel et devient purement intellectuel. Lorsqu'Abélard meurt, elle le fait enterrer au Paraclet, tout près d'elle. Quand elle s'éteint 20 ans plus tard, on respecte sa volonté d'être déposée dans le tombeau de son mari. La légende raconte que le corps d'Abélard aurait alors écarté ses bras pour accueillir sa bien-aimée et les referme sur elle, la gardant serrée contre lui à jamais. Cet amour interdit deviendra une légende populaire après la publication de leur échange de lettres. Au numéro 14, le fameux médecin biologiste et physiologiste Xavier Bichat y est mort. Il a mené d'impressionnants travaux dans les domaines de la physiologie, décrivant l'anatomie interne et sa fonction. Pour ce faire, il a disséqué près de 600 cadavres. Certains auraient été même volés dans des cimetières. Il recherchait la fonction de chaque tissu par expérimentation et réussit à identifier 21 tissus différents. Il meurt le 22 juillet 1802 d'une fièvre typhoïde à tout juste 30 ans. Au numéro 16, Jean Racine, grand dramaturge, habite ici. On lui doit les pièces de théâtre Andromaque, Phèdre, Esther ou encore Iphigénie. L'écrivain et académicien Henri Brémond y a vécu également. Il publiera des œuvres traitant de religion, de poésie et de spiritualité. Le journaliste Hubert Beuve-Méry passera aussi par cette adresse y passant son enfance. Après des études de droit, de lettres et une implication en politique, Hubert refuse de s'engager dans la Seconde Guerre mondiale et rentre dans la Résistance. Il participe au combat de la Libération avec le maquis du Tarn et devient lieutenant dans les forces françaises de l'intérieur. Après la guerre, il sera le fondateur du journal Le Monde et le monde diplomatique encore largement connu aujourd'hui. Au numéro 17, le cardinal de Retz y a établi son quartier général pendant la Fronde. Ce jeune homme passionné d'histoire et en particulier de complot, dont il écrit un premier livre de mémorialiste à peine 25 ans, se voit destiné à une carrière d'ecclésiastique après la mort de son frère aîné. Rendu célèbre par ses sermons éloquents, ses aumônes généreuses et ses amitiés avec les grands du monde, il jouera un rôle privilégié dans l'épisode de la Fronde. Le cardinal tentera tout d'abord de négocier la paix, puis renvoyé par la reine, il organisera la révolte. Il sera emprisonné après la Fronde par Mazarin. Ensuite, à travers l'Europe, il continuera à s'intéresser à la politique, prenant parti pour les Stuarts ou empêchant l'excommunication du Parlement de Paris. Il participera au conclave de Clément IX et X, usant de son influence pour attirer les votes en faveur de l'un ou l'autre des candidats. Mais le cardinal de Retz est surtout connu pour son rôle de mémorialiste, dans ses mémoires qu'il décrit ainsi, contenant tout ce qui s'est passé de plus remarquable en France pendant les premières années du règne de Louis XIV. Il y narre son rôle dans la Fronde de façon romancée, écrit considéré comme un chef-d'œuvre du XVIIe siècle. Jean-Baptiste Henri Lacordaire vécut également à cette adresse. Prédicateur, il a restauré l'ordre des pêcheurs et est considéré comme l'un des précurseurs du catholicisme libéral. Rendons-nous maintenant au 22-24 de la rue pour une légende bien macabre. Cette légende naît au croisement des anciennes rues des Marmousets et de la rue des Deux Ermites, où se trouvaient les commerces d'un barbier et d'un pâtissier qui forment alors une funeste alliance.
Le barbier se chargeait d'égorger, de dépouiller et de dépecer les victimes, bien souvent des étudiants de Notre-Dame. Rappelons qu'en ce temps, les barbiers faisaient office de médecins populaires. Une fois la victime ainsi débitée, il envoyait la chair humaine par une trappe qui donnait directement de la cave de son voisin pâtissier. Celui-ci utilisait alors la viande pour en fabriquer des pâtés. Ceux-ci avaient un véritable succès, on les disait les meilleurs de la capitale. On dit même que le roi Charles VI en était très friand. Ils furent démasqués grâce aux compagnons fidèles d'un étudiant, victime des deux commerçants. Le chien du jeune homme restera devant la boutique du pâtissier toute la nuit, hurlant à la mort. Prévenu, la maréchaussée découvre alors dans la cave à l'odeur pestilentielle les outils utilisés pour démembrer les corps. Les deux hommes avoueront vite leur crime et furent brûlés vifs en place de Grève. La maison du crime fut rasée et un monument aux victimes s'y dressait jusqu'en 1536. Au numéro 24, on remarque la devanture d'un petit restaurant au Vieux Paris, classé au monument historique. En effet, les lieux font fonction de restaurants qui se sont succédés depuis le XIVe siècle. On y sert une cuisine maison et de tradition française, dans un décor hors du temps où le rouge prédomine. Juste à côté, au fond d'une cour intérieure, se trouvent les vestiges de l'ancienne chapelle de Saint-Aignan. Le quartier recelait beaucoup de lieux religieux à l'époque. On comptait plus d'une vingtaine de petites églises ou chapelles dans le quartier. La chapelle Saint-Aignan est la dernière restée intacte jusqu'à aujourd'hui. Derrière les portes du numéro 26, on remarque sur les pavés qui tapissent la cour intérieure des inscriptions en lettres gothiques sur certains d'entre eux. Détail plutôt macabre car en effet, ces pavés ont été débités dans des pierres tombales, des moines provenant des anciens cimetières des lieux religieux du quartier. Alors prenez garde où vous posez les pieds. Cette rue en contrebas se situe à l'ancien niveau des Berges de Paris. À l'angle de la rue se trouve une maison qui rappelle le passé médiéval de la capitale. Une imposante porte en bois massif, des petites fenêtres à ogives, des grilles en fer forgé, des pierres calcaires typiques apparentes. Quel beau témoignage du passé encore présent. Eh bien non, en fait l'édifice ne date que de 1958, et c'est l'architecte Fernand Pouillon qui a rénové ce bâtiment à la gothique. Pour ce faire, il s'est inspiré des constructions médiévales de Paris encore existantes à l'époque, et en récupérant différents éléments pouvant servir à son décor, notamment sur les ruines d'édifices médiévaux. On remarque également une plaque indiquant le niveau de la Seine lors de l'inondation de 1910, et on mesure à quel point celle-ci a pu être importante. Ce square est situé à la pointe orientale de l'île Saint-Louis. Véritable pause fraîcheur en pleine ville, à l'ombre des grands arbres. On peut s'offrir un moment de tranquillité bien mérité ou emmener les enfants se dépenser sur les aires de jeu. À l'extrémité du square, un balcon y a été installé offrant une vue unique sur la Seine. On y aperçoit le pont d'Austerlitz, les tours de la bibliothèque François Mitterrand et le ministère des Finances. Un cèdre majestueux a été planté ici le 18 octobre 1993 par Jacques Chirac, alors maire de Paris, et Rafik Hariri, Premier ministre du Liban. Il représente l'amitié franco-libanaise. Au milieu du square se dresse un monument en l'honneur d'Antoine Barry, sculpteur animalier à qui on doit également le nom du square. Le monument existait bien avant la création du square. Antoine Barry aimait observer les animaux du jardin des plantes avant de les modeler avec talent en sculpture. On lui doit plusieurs œuvres imposantes, notamment à Paris. Pour ce monument, Laurent Marqueste réalisera des copies d'œuvres du sculpteur. L'allégorie de la force, un homme au bâton accompagné d'un enfant assis sur un lion. L'allégorie de l'ordre, un homme à l'épée accompagné d'un enfant et assis sur un tigre. Un lion au serpent et une sculpture au sommet représentant le combat de Thésée contre le centaure Biénor. Les bronzes originels ont été fondus sous l'occupation allemande et ont pu être de nouveau recréés grâce à la fondation taïwanienne Chimay Culture. Au numéro 18 a vécu le poète et romancier Francis Carco, à qui l'on doit nombre d'œuvres publiées et membre de l'Académie Goncourt. Cette adresse a également hébergé le maréchal de Richelieu, petit-neveu du cardinal. Valeureux homme de guerre et grand adepte de charme féminin jusqu'à la fin de sa vie. Il fut également membre de l'Académie française et de l'Académie des sciences. Brillant courtisan, il put exercer une grande influence sur Louis XV. Ses mémoires seront détournées après la Révolution pour en faire un personnage malsain et débauché afin de discréditer la royauté française. Au numéro 22, Charles Baudelaire fera un bref passage à l'hôtel Lefebvre de la Malmaison.
Le célèbre poète à qui l'on doit notamment Les Fleurs du Mal, Le Spleen de Paris ou Les Paradis artificiels sera également un des premiers à traduire les romans d'Edgar Allan Poe, qui l'aidera à se faire connaître en France. Au numéro 36, Marie Curie y vécut pendant 22 ans avant de s'éteindre. La célèbre physicienne d'origine polonaise découvrira avec son mari Pierre deux nouveaux éléments radioactifs, le radium et le polonium, ce qui lui vaudra de recevoir un prix Nobel en 1903. Elle invente le terme de radioactivité et deviendra la première professeure femme à la Sorbonne après la mort de son mari. Elle décroche le prix Nobel de physique en 1911 et pendant la guerre, assistée de sa fille de 18 ans, elle s'implique dans la recherche sur la radiographie pour permettre aux chirurgiens sur le front d'extraire plus facilement les fragments métalliques des blessés. Et après la guerre, elle s'implique dans la lutte pour le droit des femmes tout en récoltant des fonds pour ses recherches. Elle meurt d'une leucémie provoquée par son exposition prolongée à la radioactivité. Son corps a été transféré au Panthéon. Puis c'est René Cassin qui vivra à cette adresse. Après de brillantes études de droit, René Cassin est mobilisé lors de la Première Guerre mondiale. Touché par une rafale de mitrailleuses et blessé grièvement, il en gardera des séquelles toute sa vie. Il se bat ensuite pour les mutilés et vétérans de guerre tout en militant pour un rapprochement franco-allemand. Lors de la Seconde Guerre mondiale, il rejoint le général de Gaulle à Londres pour l'aider à mener son combat contre les Allemands. Il œuvre également au rétablissement des droits des Juifs après la guerre et devient président du Conseil constitutionnel en 1958, proclamant officiellement l'élection de Charles de Gaulle à la tête du pays. Pour son implication dans différentes institutions, luttant pour les droits de l'homme, il reçoit le prix Nobel de la paix en 1968 et en 1987, sa dépouille est transférée au Panthéon. Ici se trouve un pont qui, sur une de ses extrémités, est surnommé d'un gigantesque pilier sur lequel repose une statue de Sainte Geneviève, patronne de Paris et personnage emblématique des légendes de la capitale. La jeune fille, née en 423, très croyante, sera ordonnée à 20 ans vierge consacrée par l'évêque de Paris. Presque 30 ans plus tard, la ville de Paris est sous la menace de l'invasion des Huns et de leur terrible chef Attila, dont la réputation macabre le précède. Partis en campagne contre la Gaule, les Huns pillent Metz et Reims et prennent la direction de Paris. Les habitants de la ville, terrorisés, préfèrent s'enfuir. Geneviève, au contraire, par son éloquence et sa grande croyance en Dieu, veut les convaincre de rester et de se battre contre les barbares. Les femmes sont prêtes à suivre Geneviève qui prie sans cesse pour la protection de Paris. Les barbares prennent finalement le chemin d'Orléans, contournant Paris. La vérité historique raconte qu'Attila n'aurait vu aucun intérêt à piller cette ville, mais la légende est née. Geneviève a sauvé Paris par sa foi et devient la patronne de la ville de Paris. C'est donc en 1928 qu'on demande à Paul Landowski de sculpter une statue en l'honneur de la patronne de la ville. Celle-ci a pour but de masquer l'asymétrie du pont, reconstruit après l'effondrement de l'ancien, fragilisé par la crue de 1910. La statue représente Sainte Geneviève, protégeant un enfant qui symbolise Paris, et celui-ci protège une nef, l'emblème de la ville de Paris. Le sculpteur, qui plus tard réalisera le fameux Christ Rédempteur de Rio de Janeiro, remet en question le projet initial, préférant voir sa statue tourner en direction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Mais il n'obtiendra pas de gain de cause. Si Sainte Geneviève regarde vers l'est, c'est qu'elle observe au loin les barbares contourner Paris miraculeusement. Pour les plus anciens, ce pont est également connu dans la série Highlander, où la péniche de Duncan MacLeod est amarrée. La rue Le Regrattier a également porté le nom de Femme sans tête, à cause de la statue sans tête qui surmonte le nom de la rue. Souvent considérée comme celle d'une femme, il s'agit en fait d'une statue de Saint Nicolas, patron des marins, décapité par Coffinhal en 1793. Le nom de Femme sans tête trouverait son origine du nom d'une taverne dont l'ancienne arborait une femme sans tête tenant un verre de vin accompagné de l'inscription « Tout est bon ». Ancienne qui faisait rire les hommes de l'époque qui considéraient qu'une femme sans tête et donc sans langue, privée de parole, était une femme où tout était bon puisque le silence l'habitait. On appréciera la délicatesse de ces messieurs. Au numéro 6, une plaque rappelle que Jean-Baptiste Coffinhal a habité ici. Il était procureur au Châtelet avant 1789. Fanatique exalté sous la Révolution, il fut vice-président au tribunal révolutionnaire à partir de 1793. C'est lui qui aurait décrété, en envoyant Lavoisier à l'échafaud, que la Révolution n'avait pas besoin de savants. Compromis lors de la chute de Robespierre, il se cacha 5 jours et 5 nuits dans les roseaux de l'île aux Cygnes.
Il fut envoyé à l'échafaud le 6 août 1794, faisant de lui le dernier condamné du tribunal révolutionnaire. Finissons par le moment le plus connu et le plus emblématique de ces lieux, la cathédrale Notre-Dame de Paris. Cet édifice est mondialement connu, notamment depuis l'incendie qui l'a ravagé et a fait s'effondrer sa flèche. Je ne vais pas revenir sur l'historique de ce monument, il y aurait tant à dire, mais je vais vous raconter quelques anecdotes insolites. Parlons d'abord de cette charpente qui est partie en fumée en 2019. Cette charpente du chœur et de la nef de Notre-Dame était surnommée la forêt, car elle représentait l'équivalent d'une forêt de chênes de 21 hectares, soit entre 1000 et 3000 arbres selon les spécialistes, chaque poutre venant d'un arbre différent. Elle était l'une des plus anciennes de Paris, datant de la fin du XIIe siècle, début du XIIIe siècle. Elle atteint des dimensions impressionnantes, mesurant 100 mètres de long par 13 mètres de haut dans la nef. Connaissez-vous l'expression « on ne va pas attendre 107 ans » ? Eh bien, elle vient de la construction de Notre-Dame, car c'est effectivement le temps qu'il a fallu pour la construire. La première pierre est posée par Maurice de Sully, évêque de Paris en 1163. Le transept, la façade et la nef sont terminés en 1200. Mais il faudra attendre bien des années avant que les arcs-boutants et les 2 tours sortent de terre. Cette attente est due aux différentes situations économiques du pays. Entre guerre et manque de financement, la construction de l'édifice a souvent été reléguée au second plan. Au-dessus du portail, on remarque une ribambelle de statues représentant les rois de Juda, les ancêtres de Marie. Sous la Révolution, pensant qu'il s'agissait de la représentation des rois de France, les révolutionnaires décapitent les statues. Les rois retrouveront leurs têtes au XIXe siècle lors de la restauration du monument et les têtes originelles retrouvées par hasard en 1977 se trouvent au musée du Moyen-Âge à Paris. Certaines portes de Notre-Dame sont décorées de pièces de ferronnerie d'une rare qualité. La délicatesse des détails est exceptionnelle. Ces pièces ont été réalisées au XIIIe siècle par un jeune artisan du nom de Biscornet. La légende raconte que le jeune homme, dépassé par l'ampleur de la tâche, aurait vendu son âme au diable pour terminer son travail. Le jour de l'inauguration de la cathédrale, les portes refusèrent de s'ouvrir. Il fallut badigeonner celles-ci d'eau bénite afin d'accéder à l'édifice. Le diable pensait-il ainsi entrer plus facilement dans un lieu sacré? L'histoire ne le dit pas. Les 3 portails de la façade principale sont ornés de statues et sculptures racontant l'histoire de la Bible et celle des chrétiens à travers de nombreuses scènes. Outre l'intérêt artistique et décoratif, cela permettait aux fidèles qui ne savaient pas lire d'apprendre les histoires de la Bible. Au départ, ces scènes étaient peintes en couleur pour mieux les faire ressortir. La Révolution fait pas mal de ravages à l'intérieur de la cathédrale. Pillée, vandalisée et flèche écroulée, elle est transformée en entrepôt, puis en temple de la raison, un culte athée. Elle redevient un édifice catholique en 1802. Menacée de destruction, elle est sauvée in extremis par Napoléon, qui choisit la cathédrale pour son sacre le 2 décembre 1804. Mais le bâtiment reste dans un état de délabrement assez important. C'est le roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, publié en 1831, qui aura un succès fulgurant et fera redécouvrir aux Parisiens ce joyau architectural du patrimoine français. Viollet-le-Duc se chargera de sa restauration pendant près de 25 ans, à partir de 1845. Sur les toits et balcons de Notre-Dame s'est installé un bestiaire de chimères. On parle bien de chimères et pas de gargouilles. Les gargouilles sont les décorations qui servent à cacher les gouttières qui rejettent les eaux de pluie. Les chimères ne sont que des décors, elles ont d'ailleurs été popularisées dans le dessin animé de Disney, Le Bossu de Notre-Dame, même si on les appelle les gargouilles. Ces chimères qui veillent sur Notre-Dame n'étaient pas présentes à la construction de la cathédrale. C'est Viollet-le-Duc qui les installe. Elles avaient pour but, par leur aspect effrayant, d'éloigner les forces du mal de l'édifice. Autour de la flèche de Notre-Dame se trouvaient 12 apôtres installés également par Viollet-le-Duc.
Un peu mégalomane, il s'est fait représenter sous les traits de saint Thomas, tenant une règle à la main, et contemple depuis les toits l'ensemble de la cathédrale. Heureusement, ces statues avaient été retirées pour rénovation quelques jours avant l'incendie et sont donc intactes. Sur les pavés du parvis de Notre-Dame, devant la cathédrale, se trouve une petite rose des vents mystérieuse, sur laquelle est inscrite Point zéro des routes de France. Il s'agit là du point de repère où commencent toutes les routes du pays. C'est à partir de ce point que sont calculées les distances avec les autres villes. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie et de m'avoir suivi à travers les rues du quartier de Saint-Michel. Merci à Kevin et à Malice pour leur aide conséquente. Et pour ma part, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.